Raphaël. Bonjour Laël. Tu peux nous présenter toi-même, la maison Avec plaisir. Oui. Merci en tout cas d'être ici, c'est un vrai plaisir de vous recevoir. En fait, la famille Berech, c'est un domaine qui existe depuis 1847. Nous sommes propriétaires de vignes depuis cette époque-là, originaires de Lude. Voilà. On a tout de suite fait du vin, donc il y a presque 200 ans. On a tout de suite fait du champagne. Les quantités étaient petites, mais il y a toujours eu cette volonté de produire l'effervescence champenoise. Ok. Donc, et de participer à cette dynamique assez incroyable. Et d'ailleurs, on a une preuve de nos efforts parce qu'en 1896, nous avons eu une médaille d'or à Paris, une médaille d'argent pour notre champagne. Donc c'est quelque chose qui date et dont on est très fier. Pour un vigneron, c'est hyper tôt. Oui, Très c'était assez tôt. C'est vrai que quand on est retombé sur ces archives-là, on était assez étonnés. Parce que aussi à l'époque, c'était très compliqué de se fournir en bouteilles solides. Bouteilles pour le vin tranquille, c'était facile. Mais des bouteilles pour l'effervescence, pour supporter la pression, c'était très difficile. Ok. Donc on est d'autant plus fiers parce que ça veut dire qu'il y avait déjà Albert Berech avait déjà une vision de l'entreprise et aussi une vision du terroir champenois. Donc voilà. Et puis petit à petit, chaque génération a construit, a apporté quelque chose. Et Vincent et moi, on a la chance de travailler sur un domaine qui n'a jamais été divisé. Donc actuellement, le domaine compte exactement 11 hectares en propriété et à peu près 3 hectares de vignes en location. Ok. Voilà. Oh, depuis toujours, chaque génération, il n'y a pas de... Il n'y a eu aucune division en fait. Nous, avec Vincent, on représente la 5e génération de vignerons. Ok. Voilà. On est en place respectivement depuis 2004 et 2007 avec, on va dire, une transition au niveau de la viticulture très tôt, dès 2004-2005 et une transmission au niveau des vins à partir de 2008. Hein, moi, j'avais commencé à faire la cuvée Le Cran en 2004 où mon papa en fait m'avait acheté des fûts pour que je me fasse la main, que je m'entraîne. Et puis tout de suite, on a basculé 4 ans après où moi je suis assez passionné par les vins de Champagne, par leur diversité. Donc c'était vraiment un grand honneur et un plaisir pour moi de vinifier justement ces terroirs séparément, de jouir du grand avantage de l'assemblage et également de l'avantage du parcellaire, de la reconnaissance des terroirs. Je pense que la Champagne peut jouer sur les deux tableaux. Clairement, il y a une influence bourguignonne de plus en plus depuis 20 années, mais également, il ne faut pas oublier les fondamentaux. Je pense que les cuvées de prestige, les brutes sans année, on a un avantage formidable à l'assemblage. Et souvent, je dis, un grand terroir, c'est quelque chose d'impactant, de magnifique et d'unique, un peu comme une œuvre d'art, comme un tableau, mais parce qu'elle est sensible, elle est unique, elle est de fort caractère. Mais la magie de l'assemblage, souvent 1 plus 1 égale 3. Et ça, c'est assez magique en fait. On est en train de le redécouvrir avec Vincent. Moi, je suis persuadé qu'il y a quelque chose. Il y a encore beaucoup de choses à faire, justement, à notre niveau, hein, dans cet art de l'assemblage. Voilà. Ok. Donc, je n'oublie pas les fondamentaux de la Champagne. Voilà. Mais tu développes bien tous les vins de terroir aussi. Ouais, bien sûr. Non, mais voilà, après, il y a encore une fois, hein, il y a des très grands terroirs à vinifier séparément. Et il y a des terroirs qui sont plutôt plus intéressants à assembler, à jouer d'eux. Voilà, je pense notamment à des terroirs comme Trépaille, comme Verzenay, qui sont très intéressants dans les assemblages. Voilà. Ok. Donc maintenant, il y a la Champagne Berech et Fils, Oui. tu viens de créer un nouveau domaine. Oui. Alors en fait, donc Berech et Fils existe depuis 1847. Actuellement, donc nous produisons un petit peu plus de 100 000 bouteilles. On a la chance
de vendre tout par réservation. Il y a pas mal de pression sur nos vins grâce à vos clients. Donc on est très heureux et c'est très excitant de pouvoir travailler comme ça, quoi. On sait pourquoi on travaille et surtout, moi j'aime bien être complètement, je veux dire, ce côté commercial parfois peut nous peser par rapport à la production. Donc grâce au travail de nos partenaires dans les pays, on a la chance, Vincent et moi, d'être complètement en dehors de ce côté commerce, mercantile. Enfin, c'est important, mais on se décale de ça et on peut se concentrer sur notre travail. Donc ça, c'est quand même grâce à nos partenaires importateurs, distributeurs et cavistes dans chaque pays. Donc voilà, c'est une chose. Comme ça, on se concentre vraiment sur la qualité. Voilà, c'est pour ça qu'on ne se déplace pas beaucoup. Et ensuite, oui, donc Perret et Fils reste dans la gamme actuelle, ne bouge pas. Et il y a quelques années, en 2013, on avait démarré une marque Cru Sélectionné qui était très intéressante, qui était vraiment axée sur des vieux millésimes, anciens millésimes, premier cru, grand cru. Donc c'était une gamme très pédagogique avec des noms forts, côtes, vallées et montagnes. Donc c'était vraiment pour expliquer les différents terroirs de la Champagne, d'une partie de la Champagne. Et nous avons arrêté il y a 4 ans pour se concentrer sur la sortie des Rambonnais, des Cramants et des Mailly, parce que Mailly c'était une sortie importante. On a acheté une parcelle en 2011. En 2020, nous avons pu acquérir une parcelle de 1 hectare sur Ailly. Donc Ailly en grand cru, nous avons au total 1 hectare 30. Donc il y a eu quand même beaucoup de choses, donc on voulait se concentrer sur ça, c'était important. Mais voilà, et assez récemment, on a décidé de continuer, de prolonger l'aventure Cru Sélectionné, et notamment avec un vignoble qui nous intéresse particulièrement et que l'on pratique depuis plus de 10 ans. C'est le lieu-dit Les Montfournois à Lude. Voilà. Donc on fait du vin au Montfournois, du Coteau Champenois notamment, également un Coteau Rouge. Oui. Et bientôt on va créer quelque chose là-bas pour faire du champagne, voilà, avec ce fabuleux terroir des Montfournois à Lude dans les premiers crus. Et c'est un premier cru qui est intéressant parce qu'il est exposé sud. Voilà, donc on a un aromatique presque exotique. Au nez, en bouche, et la finale reste très calcaire parce que les vignes sont plantées vraiment sur la craie. Donc voilà, c'est excitant, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Oui. Et voilà, c'est pour voilà. Ok. Et c'est une chance d'avoir une famille vigneron qui n'est jamais séparée. Donc maintenant, j'ai vu que le père est toujours là, travaille avec vous. Comment est réparti le travail entre toi et Vincent ? En fait, ça s'est passé assez naturellement là. Notre père est toujours là, notre maman aussi. Je pense que c'est important de continuer à travailler. Je pense que quand on commence à avoir 65 ans, c'est toujours bien intéressant de rester en contact avec vous, avec l'activité d'un domaine. Et puis quand on est né ici, c'est toujours difficile de dire stop, voire impossible. Donc voilà, on est très heureux qu'il soit là. Il nous donne un sacré coup de main. Maman, je pense notamment surtout pour avoir de la bonne cuisine tous les jours. Voilà, je suis assez adepte de la cuisine de ma mère. Voilà, et donc voilà. Après, bien sûr, un coup de main aussi pour des petites étapes du bureau, des étapes importantes. Et notre papa nous aide surtout en cave. Voilà, et c'est toujours lui qui a l'œil. C'est toujours lui qui remue les bouteilles. Donc il s'occupe des remuages. Voilà, il s'occupe du remuage de chaque bouteille. Et on est très fiers, c'est bien, c'est une chance. Voilà. Donc non, c'est très bien. Très très heureux. Oui. Puis avec Vincent ? Avec Vincent, alors la répartition du travail avec Vincent est c'était vraiment très naturel encore une fois. Quand je suis arrivé, j'étais plutôt aux vignes. Bien sûr, parce que c'est important de connaître toutes les étapes. Je pense que tous les fils de vignerons
ne commencent pas tout de suite tous à la tête. C'est important de voir chaque étape, de travailler avec les équipes, tout ça, et de n'avoir pas de responsabilité. Donc on a commencé comme ça, beaucoup de vignes, et puis en 2007, Vincent est arrivé. Vincent a repris ce flambeau vignoble, et moi j'y vais toujours aux vignes pour tailler, des étapes comme ça, pour des traitements, voilà. Mais c'est vrai que c'est Vincent qui est en charge complètement de la gestion des équipes humaines au vignoble. Et moi, je suis plutôt en charge de l'organisation des gorgements, mise en bouteille, direction des vins, dégustation avec les professionnels. Okay. Voilà, c'est moi qui m'occupe de ça. Mais ça se passe très bien et en toute harmonie, quoi. Après, l'idée, c'est que s'il y a un souci aux vignes, moi, je peux aller aux vignes. S'il y a une visite importante, je peux pas, ou on sait pas, un problème en cuverie, Vincent, il sait parfaitement faire la cuverie. Mais après, chacun a ses spécialités. Oui. Ouais. Puis tu fais tu fais partie de la génération vigneron qui révolutionne un peu la Champagne. Ouais. Voilà. Même si en peu de temps. Ouais. Est-ce que tu as fait vraiment des changements suite à ton père ou... En fait, il y a une dynamique assez incroyable en Champagne depuis 15 années. Il y a une dynamique forte. Il y a une nouvelle génération qui est là. Il y a une génération qui a voulu travailler différemment que nos parents. Moi, j'explique ça par ce côté pérenne de l'appellation d'origine contrôlée Champagne. Il y a une prise de conscience. On s'est rendu compte qu'on a la chance d'être propriétaire en Champagne. La Champagne est un mot porteur, un mot fort, et on doit l'honorer, ce mot-là. Donc en fait, mon idée, et l'idée que je partage avec de très bons amis, enfin, je pense au Laert, au Geoffroy, au Gerbet, par exemple, pour ne citer que, c'est vraiment cette notion humaine que l'on va mettre dans une société. Et c'était pas forcément l'idée des années 90-2000. Okay. J'explique. La gestion humaine, c'est dire, voilà, 1 hectare, sur l'année, une personne, quand on fait du champagne, quand on fait les dégorgements, les mises en bouteille, ça s'équilibre bien en fait. Donc là, on arrive à être, il y a 11 hectares en propriété, on est 11 personnes au domaine à travailler. Et en fait, c'est ce dont on a besoin pour travailler dans de bonnes conditions. Nous, on fait travail du sol depuis plus de 20 ans. Ça, c'est des étapes importantes, clés, qui demandent du travail. Donc, il y a toute cette approche du vigne très dans le respect de la terre. Et puis également en cave, par exemple, les dégorgements manuels des bouteilles tir et liège, avec le bouchon de liège pendant la prise de mousse. Ça aussi, ça prend du temps. Mais c'est pas grave. Pour moi, je trouve que c'est comme un avantage. Parce que nos équipes vont pouvoir travailler et à la vigne et en cave. Donc, le travail, il va être alterné. Il n'est pas tout le temps la même chose. Et c'est ça qui fait la richesse du métier de vigneron. C'est qu'en fait, à condition de produire des bouteilles, mais le métier, il change tous les jours. Oui. Et c'est très excitant, quoi. Donc même pour nos équipes, je pense que c'est plutôt sympathique de changer étape par étape, jour par jour de travail. Parce que la vigne, c'est compliqué. La vigne, c'est un métier qui est difficile. Vous êtes dehors, devant votre pied de vigne, pendant 8 heures. C'est quand même physique. Et pour la tête aussi, c'est pas facile. Donc c'est bien, je trouve, d'alterner. Okay. Voilà. Ouais. Donc je pense que c'est ça pour moi, la révolution, c'est plus ça. Après, le style des vins, nous, on n'y est pour rien. Les vins de Champagne sont de mieux en mieux. Je pense que depuis 2000, on a des superbes vendanges, on a des maturités hautes. Avant, c'était plus compliqué d'avoir des maturités hautes. Il y avait plus de problèmes de grêle, de gelée. Les années étaient un peu en dents de scie. On s'aperçoit que depuis 2000, les années sont quand même assez convenables. Il y a moins d'hétérogénéité, il y a moins de catastrophes, même si 2021 c'était compliqué.
Mais force est de constater que le champagne n'a jamais été aussi bon. Et ça, c'est pas nous, c'est un peu le climat, un peu le savoir-faire, un peu la technique aussi. On a amélioré la technique, la technologie, il y a eu beaucoup de travaux. Donc, et tout ça mélangé fait une champagne vraiment très forte et experte en effervescence. Et ouais, on est fiers de faire partie de cette génération-là, quoi. Ouais, c'est bien, c'est prometteur. Ouais. Très bien. Donc, on peut trouver, mais il y a aussi des grands défis pour toi, où ça commence aussi à revenir un peu derrière le climat. Oui, il y a des grands défis, mais moi je ne suis pas inquiet du tout. Je pense que la crèche champenoise est là, la crèche champenoise est incroyable. On a des vendanges mûres, mais il n'y a pas d'excès de maturité. Et moi je ne suis pas du tout inquiet, au contraire. Enfin, tout va très bien. On a besoin de moins traiter les vignes. Il y a moins de maladies. Bon, bah, c'est des bonnes nouvelles. C'est plutôt des bonnes nouvelles. Oui. Le climat est moins humide. Voilà. Après des années, parfois, il peut y avoir une pression importante, mais c'est quand même plus simple en 2022 qu'en 1980. Oui. Voilà, donc ça, faut le dire. La Champagne fait partie des régions viticoles où on a extrêmement amélioré les traitements au vignoble, où c'est moins fort, c'est plus doux, c'est une viticulture qui est plus douce. Et ça, c'est des bonnes nouvelles grâce au climat. Ok. Voilà. Donc, tu as pu avoir des vins avec une qualité plus constante aussi. Exactement, complètement laid. Alors, on avait... de toute façon, c'est simple à constater. Hein, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des... Chez Bérèche, on fait des millésimes tous les ans depuis 2004. Si on se met dans un esprit 1980, tout le monde disait les millésimes, c'est que les grandes années. Soit. Sauf que moi, je pense, et on est plusieurs, je partage cette pensée aussi avec Pascal Agrapard, qui dit, Pascal dit, quand on a un terroir puissant, de haute origine, avec une vieille vigne, avec une pratique culturelle qui est douce, on peut sortir un millésime chaque année. Parce que le terroir est plus fort que le millésime. Oui. Et moi, je suis convaincu de ça. On ne fait plus des vins de millésime. Nos racines, elles sont bien ancrées. Donc, la partie invisible, sous-sol, elle est plus importante que la partie aérienne. Donc, en fait, nos vins, ils sont tellement ancrés qu'ils vont supporter les aléas du millésime dans l'air. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Le climat. Donc, le climat, ne l'oublions pas, c'est homme, sol et la climatologie. Alors c'est ça un climat, c'est tout l'environnement de la parcelle. Mais quand les racines sont bien enracinées avec un travail du sol fait depuis longtemps, eh ben, on est plus fort. Okay. Et on va moins souffrir d'un millésime compliqué. Oui, et ça, on le constate. Il faut y avoir une technique de viticulture, on a aussi une irréprochable, avec des exigences aussi. Avec des rendements bas. Oui. Plus les rendements sont bas, plus les rendements sont maîtrisés, moins on va être impacté par l'effet millésime. Oui. L'effet millésime, il est on-off, quoi. Mais s'il y a une vigne trop généreuse, forcément, s'il y a une catastrophe, on va la prendre fortement. Ok, les fameuses questions. Citez nos 3 mots pour décrire les vins de Bérèche et 3 autres mots pour la maison. Ah ok, donc on va commencer par les vins. Donc je dirais protéines, harmonie et précision ou finale. Okay. Moi j'aime beaucoup la protéine dans le vin, le côté nourrissant d'un vin. En fait je pense que la lie, enfin je pense pas, je suis sûr, mais la lie a une importance extrême dans le vin de Champagne et elle est présente finalement dès la fin des fermentations jusqu'au dégorgement. On a un élevage avec un dépôt. Donc ce dépôt, ça va être une sorte de tampon contre une oxydation prématurée. Ça va être aussi une sorte de cordon ombilical entre
cette terre, cette vigne et le vin. Finalement, la lie, c'est la dernière partie solide qui est en contact avec les vins, qui provient de la fermentation des levures. Et ces levures, c'est aussi, ils sont nourris d'acides aminés, tout ça qui venait de la parcelle. Donc ça, c'est intéressant. Et je pense qu'il y a une belle, cette idée d'information dans la protéine. On va éduquer, informer, nourrir le vin. Et nous, on fait des élevages sur lie assez poussés. On aime beaucoup ce tampon de la lie et cette éducation, information. Ensuite, l'harmonie, tout simplement parce que... Attends, déjà, la protéine, le lit, non seulement en bouteille, mais aussi celui en fût. Alors, en fût. Et puis après, c'est la bouteille. Quand on va faire la mise en bouteille, on va avoir ajout de levure, de liqueur, de sucre et de vin. Et en fait, tout ça ensemble, on fait une prise de mousse en bouteille. Et cette prise de mousse va générer un dépôt, en fait. Et ce dépôt, c'est encore de la lie, c'est encore quelque part des protéines, et qui vont faire l'autolyse des levures, qui vont gagner ces arômes un peu secondaires, un peu biscuit, tout ça. Et ça aussi, c'est un tampon, et ça va éviter oxydation prématurée. C'est formidable. Enfin, la prise de mousse en champagne, c'est, on peut dire, comme une deuxième naissance. En fait, ça donne beaucoup d'énergie au vin, beaucoup de protection contre l'oxydation, parce que c'est du CO2 qui est naturellement présent dans le vin. Et ça, c'est vraiment une chance pour nous, parce que la Champagne, ça reste une région au nord de la France, avec un climat mi-océanique, mi-continental. Et en fait, ce climat nous donne des vins délicats et ultra fins. Et par cette délicatesse, cette finesse, et pas beaucoup d'alcool, ça peut être un problème pour la conservation du vin. Mais grâce à la prise de mousse, au miracle de la fermentation, au miracle de la bulle, on a des grands vins de garde. Et les champagnes sont des très grands vins de garde. Ok, et ça vient aussi de l'harmonie. Et l'harmonie, c'est tout ça, quoi. Hein. L'harmonie, je dirais aussi pour moi, c'est le sens le respect de l'identité de chaque sol. Donc c'est être derrière ça. J'aime bien dire, il faut laisser l'austérité de chaque terroir naître. Mais en fait, c'est ça que j'aime assister à ça. Quand on fait les dégustations de vin clair, on aime ressentir les identités. Et ça, c'est génial, parce que c'est l'expression d'un climat, d'un sol, d'une vigne, etc. Mais c'est bien d'être spectateur de cette diversité. Ok. Voilà. Et la précision finale? Et la précision, c'est toute cette délicatesse, cette vinification avec très peu d'impact. Nous, on ne filtre pas les vins, donc on ne touche pas au vin. Les vins sont très peu pompés. Pareil, cet immense respect pour le vin, pour sa texture, la tranquillité. Et ça, j'aime bien. Et je trouve que ça nous donne une belle précision, en fait, le fait de ne pas toucher au vin et de ne pas intervenir. Ok. C'est un respect un peu extrême. Ouais, voilà. Et si on parle 3 mots pour la maison, pour les amateurs? Transmission, famille et savoir-faire ou éducation. C'est toujours... nous, le métier, on ne l'a pas appris à l'école, on l'a appris ici en travaillant. Donc c'était des souvenirs d'enfants où quand on avait 10 ans, on revenait de l'école pour déjeuner ici. C'était le dégorgement. On allait derrière la personne qui dégorgeait, on se prenait du champagne dans les yeux, dans le visage. Ouais. Et on était content parce qu'on sentait le champagne. C'est rigolo, quoi. Et c'est des petits trucs comme ça qui sont marqués, on s'en souvient. Et c'est notre vie, quoi. Voilà, on peut pas être ailleurs, quoi. C'est notre truc, quoi. Ouais, c'est passionnant, quoi. Toi, t'as jamais fait autre métier que... Non. J'étais caviste, 6 mois. Okay. Caviste à Reims. Okay. Ouais, c'est tout. Ok, bon, on peut parler aussi de ce que tu fais pour l'environnement aussi. Oui, pour l'environnement, donc bien sûr, ça a été très très important pour nous. Donc au-delà des certifications HVE, viticulture durable en Champagne, qui sont nécessaires et importantes pour donner un élan et une dynamique,
Chez Bérèche, on a été parmi les premiers du village à avoir une aire de lavage pour nos tracteurs. Donc, par exemple, il n'y a aucun effluent qui va sortir du domaine, on va tout traiter ici. Et ensuite, on a été aussi parmi les premiers qui avons complètement arrêté les herbicides. Donc dès 2002, il n'y avait aucun herbicide chez nous. Donc ça veut dire travail du sol, 100%, de mois de mars, mois de juillet. Et au mois de juillet, on laisse l'herbe pousser naturellement. On ne va pas imposer une herbe, une graine à un sol, on laisse pousser la flore, l'expression d'un sol par les végétaux. Ça, c'est aussi très important. Je pense que le terroir, dans sa globalité, c'est ça. Si on commence à semer quelque chose, pour moi, on commence à toucher au terroir. Donc, je suis d'accord pour l'entretien, le respect, la culture, mais notre culture, c'est la vigne. Donc voilà, donc j'aime bien être focus sur cette Mais tu ne vas pas dans le cadre certificat bio? Non, on n'est pas encore certifié bio. J'espère qu'on va réussir. Sur les 11 hectares, c'est quand même un sacré challenge. C'est possible, mais pour le moment, il y a une année sur 3 où c'est compliqué. Et voilà. Donc on attend encore un petit peu. On pourrait le lancer, mais certaines années, c'est compliqué. Voilà. Ok. Voilà. Mais tu fais quand même beaucoup attention. Oui, bien sûr. Tu es très raisonné. On est jeune génération. Voilà, donc la prochaine question, ce qu'on a fait, c'est comment tu gères l'équilibre entre la nature, le terroir et le travail de l'homme? Alors, c'est simple, on est très à l'écoute de la vigne. Donc mon frère est là tout le temps. Donc Vincent arrive à être tous les matins avant de recevoir ses équipes. Il se rend aux vignes pour essayer de bien sentir chaque étape, voir un petit peu là où il faut être présent, quelle vigne a besoin de soin ou non. Puis après, on a aussi une excellente équipe. On a vraiment une équipe très sensible, reconnaissante et reconnaissante du travail de la vigne. Donc, ils sont très attentifs aussi et ils sont des gens de métier. Donc voilà, c'est ça aussi l'harmonie. L'harmonie, c'est une belle équipe. C'est les hommes, toujours pareil. Et mine de rien, je pense que nos vignes le sentent aussi, quoi. Ça. Okay. Donc ça fait finalement des vins aussi harmonie, unique et élégant. Ouais, on essaye quoi. On essaye. Vous voyez la cuvée Rive Gauche. La cuvée Rive Gauche, par exemple, c'est une cuvée qu'on a commencé depuis 2004. C'est des meuniers à Mareuil-le-Port. Donc c'était très original pour l'époque de faire un 100% meunier. Et pour moi, cette cuvée-là, voilà, c'est la plus... elle est tellement... cette notion d'harmonie, de générosité, de simplicité, de gourmandise. Et ça, je trouve cette cuvée-là, elle résume bien cette notion d'harmonie. Ouais. Okay. Parce qu'on a vraiment poussé le meunier très haut. Il y a une parcelle qui est magnifique. On prend le cœur de la parcelle. C'est des meuniers de 1969. Et ouais, j'aime beaucoup cette cuvée-là. C'est vraiment très important pour le domaine. On trouve des notes florales assez présentes, surtout dans les vins de Lude, je trouve. Merci. Ouais. Ça vient d'où? Ça vient du terroir. Ça a tout le temps été réputé pour son élégance. Oui. Parce qu'en fait, à Lude, tout simplement, sur la montagne de Reims-Nord, vous avez Verzenay, à côté de chez nous, Mailly, où ça va être des vins de Pinot, plus puissants. Je ne dis pas rustique parce que c'est pas de la rusticité, c'est parce que les sols sont un peu plus rouges. Et on a cette notion un peu fer, un peu orange sanguine, vous voyez. Et c'est des grands vins de table, des très grands vins de table. Et on arrive à Lude, et là, on est presque, il y a les 3 cépages à part égales. Avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait plutôt 2 cépages, Pinot Noir, Chardonnay. Et après la Seconde Guerre mondiale, c'était une période difficile pour la France, reconstruction après une guerre. Et en fait, les vignerons ont planté des meuniers dans le bas du coteau, dans les parcelles plus gélives. Parce que le meunier,
la fermentation le débourrement, donc la sortie du bourgeon, sort 2 semaines après le pinot noir et le chardonnay. Donc, de fait, il y a moins de risque de geler. Et donc, il y a eu le meunier qui s'est ajouté, mais bon, c'est une parenthèse. Mais c'est vrai qu'à Lude, on a la chance de bénéficier des 3 cépages presque à part égale. Oui. Donc ça donne tout de suite de la complexité Oui. et de l'harmonie. Et le chardonnay va donner beaucoup d'élégance, de puissance, un petit peu de gras. Et avec cette rigidité de pinot noir un petit peu trop orange sanguine, un peu rouge, un peu ferreux, il va l'adoucir. Et le meunier, c'est encore la caresse et l'enveloppe globale. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a ce côté très floral et très crayeux aussi. C'est plus crayeux que Mailly. Je trouve, oui. Ouais, c'est aussi un terroir un peu plus froid, non? Ouais, c'est aussi froid, ouais, oui, bien sûr. Et il faut dire que Lude s'en sort bien parce que on est montagne de Reims plutôt nord et avec le nouveau climat, c'est vrai que on a des belles maturités à Lude. Oui. C'est plutôt bien, quoi. On préfère plus en plus le côté nord de la montagne. C'est joli. Ouais. Non, mais les deux sont bien, attention. Hein. Ouais. C'est juste que il n'y a pas de compétition nord-sud. Mais on peut dire que nord de la montagne de Reims, il y a 20 années, c'était plus austère, difficile, plus dosé aussi, in fine, que maintenant. Okay. Voilà. Maintenant, on a eu à avoir une belle harmonie et un côté floral, comme tu dis si bien. Et puis, tu cherchais depuis longtemps les terroirs de Grand Cru. Ouais. Et ça fait quelques années que tu en as eu finalement Ouais. quelques cuvées différentes. Donc, oui, qu'est-ce que tu penses des Grands Crus? Maintenant, les Grands Crus chez nous, chez Bérèche, on a la chance de pouvoir pu acquérir une parcelle à Mailly-Champagne. Oui. Donc ça, c'était le premier. Puis après, on était un peu boulimique, on a eu envie de vinifier d'autres Grands Crus. Donc, on a pu trouver un partenaire très intéressant sur Ailly en 2014, sur Ambonnay également en 2014, et sur Cramant en 2016. Donc voilà. Donc pour tout ça, ce sont des partenaires. Et récemment, on a pu acquérir une parcelle d'1 hectare à Ailly. Donc la partie partenaire s'efface pour de la propriété. Ok, mais voilà. C'est quel côté tu préfères des Grands Crus? C'est moi, quoi qui fait la différence? Moi, c'est la puissance. En fait, le Grand Cru, pourquoi c'est Grand Cru? C'était Grand Cru il y a 100 ans. Il y a l'appellation, le décret d'appellation de Champagne, c'était il y a 100 ans. En 1911, la Révolution, 1921, 1923, décret d'appellation. Il n'est Champagne que de la Champagne. Tant de grands crus, tant de premiers crus, voilà. C'est des critères historiques de dégustation. Et concrètement, c'est aussi des places, des terroirs, des villages, des vignobles qui font bon chaque année. Okay. Et un grand cru, c'est ça. C'est une vigne, une terroir qui il n'y a pas de surprise. Tu peux être sûr, les yeux fermés, ok, Ailly tous les ans, même année difficile. À cause du sol, à cause du climat, c'est plein sud, c'est l'environnement. Mailly, Verzenay sont grands crus parce que le cru est puissant. Et même avec un climat compliqué, tu peux sentir Mailly. Ok, ça c'est ça. Et un grand cru, c'est ça parce que c'était les terroirs historiques. Il y a une notion d'histoire aussi. Je pense que Ailly donne des vins puissants, structurés, profonds, crayeux. Mailly et Verzenay aussi. Et je pense que nos ancêtres, vraiment les champenois qui ont appris à dompter cette effervescence, se sont dit on va commencer à faire des champagnes ici, parce que les vins sont naturellement structurés. Si les vins, au bout de quelques années, tombent, où il y a moins de structure, moins de craie, c'est quand même plus compliqué à faire du champagne pour l'époque. Donc ils se sont dit, on va commencer à Ailly, quoi. Et c'est vrai que Ailly a été un haut lieu de ce début de maîtrise du champagne, avec Reims aussi. Mais c'est surtout les terroirs d'Ailly qui ont été importants dans cette histoire-là, qui étaient puissants. Et c'est vrai que quand on travaille avec ses mains Ailly à la vigne et le vin, on voit tout de suite qu'il est solide. Quand on le met en fût, on sent l'aromatique, tu vois tout de suite que c'est un vin qui est puissant mais très solide. Et un grand cru, c'est ça. C'est la sécurité du terroir. Mais après, tu dois avoir des moyens pour mettre en valeur les différences des oui. terroirs.
Par exemple, la fermentation lente en Oui, fût. alors ça, c'est des petites nous, c'est pas des techniques, hein, c'est du savoir-faire familial. Nous, on n'a jamais ajouté de levure commerciale dans nos fermentations. Donc concrètement, pour le néophyte, c'est comme quand vous comparez un pain au levain et un pain blanc. Donc nous, on est plutôt pain au levain. Voilà, on aime ce côté fermentation spontanée et avec différentes souches de levure qui vont fermenter les sucres pour produire de l'alcool. Parce que ces différentes souches vont apporter une harmonie, une complexité au vin. Et ça, c'est très intéressant, quoi. Donc, ouais, on est très confiant par rapport à nos fermentations alcooliques. Il faut dire aussi qu'on travaille en fût, donc il n'y a pas beaucoup de risques. Et quand on travaille en cuve, nos cuves sont assez petites. Donc voilà, encore une fois, on peut se le permettre parce qu'on est à l'échelle d'un vigneron, d'un domaine. Donc on contrôle et on sait. Mon frère est aux vignes pendant la vendange. Moi, je suis au pressoir et je mets les raisins dans le pressoir. Donc je vois toute la qualité. Et s'il y a un problème, on peut maîtriser ça. Et donc j'appelle mon frère, on règle. Donc je vois la qualité. Donc j'ai très confiance aux fermentations spontanées et lentes. Ok, voilà. Mais aussi élevage long après. Ouais, il y a élevage long après sous-bois, avec les lits, tout ça. Oui, parce que la lie, si elle n'est pas bonne, le vin ne sera pas bon. Donc voilà, faut trier, il faut une qualité de tri, mais on revient toujours au même, hein, c'est les hommes. Une qualité de main-d'œuvre aux vignes pour faire du bon boulot, quoi. C'est ça. Ok. Bon, après, tu as fait tous ces bons vins précis et élégants. Donc, comment tu as développé le marché export? Parce qu'en Asie, c'est assez l'export. L'export, on n'a pas développé en fait. L'export, on a eu des relations très tôt avec Ley, avec aussi d'autres pays en Asie. Ça a été un de nos premiers marchés. Ça a été New York, l'Allemagne et le Japon, puis ensuite toi, Ley. Et en fait, voilà, on est très heureux. On n'a jamais pensé faire de l'export. En fait, c'est vraiment, on avait une idée du vin, du champagne. Et je pense que l'export a été sensible au vin de vigneron avant le marché national, avant les Français. Il y a eu une attente à l'export sur une diversité, sur des terroirs, sur des expressions, sur un savoir-faire, sur un côté fait main. Je sais que le peuple chinois est très sensible aux produits faits main. Et ça, c'est très important. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'en France, le déclic a été plus tardif dans les restaurants, par exemple, ou dans les cavistes. Voilà. Après, moi, je ne suis pas du tout dans l'opposition industrie du champagne, domaine, vigneron. Je pense qu'il y a des champagnes, il y a une diversité qui est incroyable. C'est une appellation où on peut plonger et on a plein d'informations, plein d'expressions. Et le champagne à déguster aussi, c'est très compliqué. C'est pas le plus simple des vins pour analyser. C'est beaucoup de plaisir, mais la dégustation, c'est quand même une aventure. C'est complexe. Donc il faut des experts, il faut se former, comme ce que tu fais en Chine avec les formations, les dégustations. C'est très important de se former. Pour se rendre compte de la qualité. Et encore une fois, la qualité des vins de champagne, globalement, elle n'a jamais été aussi haute. Donc là, on a vraiment, tous les opérateurs font du boulot extraordinaire. Il y a vraiment un souci de détail, de précision, de qualité. Donc après il y a des goûts. Mon goût n'est pas le même que le tien. Mon enfance n'est pas la même que la tienne. Tu as des goûts qui sont là, moi j'en ai d'autres. Donc on va s'orienter sur des marques, des terroirs différents. Mais ça, c'est heureusement. Si tout le monde aimait un seul et même vin, ce serait quand même compliqué, quoi. L'idée, c'est la diversité. Et ça, c'est intéressant, c'est riche. Et notamment pour l'ouverture de cette diversité, je pense que la table est un lieu formidable parce que avec le champagne offre des combinaisons d'accords mets et vins incroyables. Notamment sur les mets chinois.
Mais c'est vrai qu'on a besoin de cette... c'est formidable, de blanc de noir, blanc de blanc, millésime, enfin, on peut faire plein de choses. Mais c'est pour ça que tu aimes beaucoup mettre tes vins sur les meilleures tables du monde. Oui, moi je suis passionné de gastronomie. Si je n'avais pas été vigneron, je pense que j'aurais monté un restaurant. C'est l'idée que j'ai toujours là, dans ma tête. Faire un restaurant, peut-être un jour. Voilà, c'est vrai que c'est des choses qui m'excitent, je trouve que le plaisir de la table, c'est ce qu'il y a, c'est vraiment c'est un moment important de notre civilisation, dans la civilisation à tous. C'est quand même, c'est le partage, c'est l'humanité, c'est aussi se nourrir, pas nourrir comme ça, se nourrir de l'autre, des discussions, et ça c'est riche, la table, c'est un moment de partage, quoi. Donc ouais, j'aimerais bien. C'est aussi au restaurant, les sommeliers, ils peuvent présenter mieux des vins. Oui, bien sûr. Prendre du temps. Bien sûr, on a la chance d'avoir une belle sommellerie qui se forme, qui vient en Champagne, qui comprend les terroirs, et ça, c'est très très riche. Ok. J'ai été en Chine avec nous. Oui, c'est trop bien. La première édition de Champagne Expérience, c'était formidable, 100% Champagne. Un événement incroyable. Merci. Quand même à Shanghai. J'étais très fier de faire partie du premier édition. J'ai trouvé ça le lieu fou. J'ai couru sur le Bond tous les matins pour un peu faire du bien. Ouais. C'était super. On a passé des moments incroyables. Ok. Des impressions de. Et beaucoup d'intérêt pour le champagne. Beaucoup d'amateurs, vraiment, et aussi des gens qui prenaient des notes, des sommeliers qui connaissaient les vins, connaissaient les cuvées. Donc ça, c'est pas dans tous les pays comme ça. Donc on avait vraiment une attente. Voilà. Et puis le salon, très bien organisé, il y avait du monde, mais on pouvait respirer. La salle était très grande, les salles étaient grandes. Et voilà, on a passé un super moment. Ouais. Okay. Franchement, on était partis. J'ai vu mon importateur aussi, c'était super. Et Kevin et tout ça, c'était top. Tu trouves que c'est un peu différent le marché chinois des autres? Ouais, bah c'est un marché avec lequel on doit travailler. On doit faire toujours éducation, explication. Donc ça, là, tu fais très bien. Et non, je ne trouve pas qu'il est différent, je trouve qu'il est vaste. C'est vrai que je suis venu 3 jours, je crois, 4 jours. On est traité très dans l'hôtel et on n'est pas sorti à l'extérieur, mais j'ai hâte de découvrir vraiment la gastronomie dans des villes aussi peut-être plus comme Pékin. Vraiment comprendre les rythmes du repas, l'approche sur les champagnes. Ça, j'ai envie de faire parce que je n'ai pas fait en fait. C'était grand hôtel. Palace, très bien, super. Mais je pense que c'est important d'aller voir aussi le restaurant classique où un sommelier veut faire un peu de champagne, veut essayer de comprendre. Et ça, j'ai envie de voir un service encore plus typique chinois. Mais tu es bienvenu. Ouais, c'est toi qui as trouvé le temps. Merci beaucoup. Peut-être pour l'événement, le 200% champagne. Le numéro 2. Non, je vais continuer à la faire et puis à partager. Voilà. Donc, tu penses qu'il y a des ados de champagne sur le marché chinois? Ou des caractères différents, spécifiques? Alors ça, je ne sais pas parce qu'on a la chance de ne pas réfléchir à la stratégie marketing parce qu'on est passionné et on fait un produit, je pense, authentique et il n'y a pas de calcul. Enfin, Vincent et moi, on aime la viticulture, on aime le vin, on a la chance d'avoir de très belles caves et notre but premier c'est de faire des grands vins d'expression de sol et d'harmonie. Mais donc la stratégie, franchement il n'y a aucune stratégie. Ma stratégie c'est d'avoir des partenaires chinois avec qui j'ai envie de travailler et de confiance et c'est ça ma stratégie en fait. Non, je ne connais pas assez la Chine pour dire notre produit est adapté au marché chinois. Je n'ai pas cette prétention-là. C'est nouveau et moi, j'essaie de vous apporter un produit authentique que vous ne retrouverez pas ailleurs. Mais c'est ma seule stratégie. Voilà, il n'y a pas de stratégie. Ça nous permet la stratégie, il n'y a pas de stratégie. Voilà.
C'est le plus haut niveau. Je sais pas, on fait le maximum. Voilà. Non, mais après, ceux qui comprennent, ils comprennent. Ouais, Ça, voilà, mais important. ça a toujours été ça. Enfin, nous, on n'a jamais cherché à plaire à tout le monde, en fait. Moi, j'aime bien la diversité. Enfin, j'aime bien ce côté-là culturel et encore une fois authentique. Ça veut tout dire et rien dire. Mais je pense qu'on n'est pas là pour plaire à tout le monde et c'est pas à moi et aux vignes, au terroir de s'adapter au palais, au goût de tout le monde. Non, moi je suis pas comme ça. Moi je fais le vin comme j'ai envie de le faire et comme mon grand-père l'a fait, comme mon père l'a fait et c'est à vous de vous adapter à ce qu'on vous propose. De faire le choix aussi. Ouais, voilà, et c'est là où on peut dire que le vin se rapproche du milieu un peu artistique parce que c'est des expressions éphémères, uniques, limitées et encore une fois c'est produit par la terre donc c'est très précieux, c'est pas reproductible. Un millésime, le millésime, là on sort l'écran 2014, il y en a 4000 bouteilles mais c'est unique et c'est limité de fait parce que c'est un produit agricole. C'est un produit agricole qui pousse une année. Et nous, on le récolte et on essaie de le protéger par les fermentations, par les deuxièmes fermentations, pour en faire une œuvre un petit peu plus durable dans le temps, pour qu'on puisse en profiter avec ce mot qui est le champagne. Cette boisson qui est le champagne. Mais ça, c'est précieux en fait. Et c'est là où aussi on est accompagnateur de l'œuvre artistique qu'est la nature. Donc nous, on transmet. Et voilà, mais en tout cas, oui, il faut respecter le champagne pour ce côté agricole, paysan et précieux. Ça, c'est aussi des mots importants. Le champagne, c'est précieux. C'est une année, un terroir, des hommes, de fermentation, une prise de mousse en bouteille qui est un miracle parce qu'on va mettre des bouteilles dans une cave qui vont fermenter alors que la cave elle est froide, donc c'est quand même un miracle que ça fonctionne et cette prise de mousse va faire que le vin va se conserver dans le temps. Donc ça c'est formidable quand même. Oui, c'est bien au-delà du prix. Ouais, c'est au-delà de tout ça. Donc voilà ce que je peux vous dire. Voilà, on va déguster. Merci en tout cas et bonne dégustation. Merci.